Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonjour, bonsoir. Je pense qu'après 17h, on peut dire bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Mon nom est Catherine Voyer-Léger. Merci d'être là en ce beau salon. On va avoir une discussion ce soir autour des fantômes qui nous habitent. Donc, j'ai 3 invités avec moi qui ont écrit qui ont fait paraître dans les derniers mois des livres qui portent soit directement autour de la figure du fantôme, ou en tout cas autour de la figure de personnes ou de personnages disparus qui nous hantent à leur façon. Et donc, notre discussion va tourner autour de ces thèmes-là, qui sont à la fois fascinants, touchants, des thèmes de l'intime aussi. Et j'espère que ça vous donnera encore plus envie de lire que vous ne l'avez déjà, probablement, si vous vous promenez au salon depuis quelques heures. Bonjour à vous 3. Bonjour. Je vais donc d'abord vous présenter nos 3 invités et vous permettre de connaître un peu mieux les livres dont on va parler ce soir. Patrick Autréau, bonjour. Bonjour. Tu me disais que c'est ta première visite au Salon du Livre de Montréal. Au salon, oui. Eh bien, alors, bienvenue. Bienvenue dans notre salon. Tu es un écrivain français, mais qui vit aux États-Unis. Tu as travaillé en médecine psychiatrique longtemps, mais maintenant, tu consacres ta vie à l'écriture. Là, j'ai fait un petit calcul. Ce serait le 11e livre. Est-ce que le compte est bon? Oui, ça doit être ça. 11 ou 12, je ne sais plus. Quelque chose comme ça. Donc, on va parler de La scène de la famille, paru chez Verdier. Patrick, c'est un livre étonnant dans son terme, dans ses thèmes, dans sa forme. Dans ton récit, tu expliques que cette idée d'écrire autour d'une sainte, autour de Thérèse de Lisieux, c'est une idée qui t'a habité longtemps. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de ce livre-là, de comment il s'est imposé à toi? Alors, c'est un livre qui est né il y a une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, je ne sais plus, dans ma fréquentation des textes de Thérèse Martin, Thérèse de Lisieux, dont ma famille était assez éprise, disons, et qui est resté comme un personnage qui venait et repartait de mon imaginaire sans que je m'approche d'elle véritablement, comme si j'avais une réticence à aller vers elle, jusqu'à ce que je me rende compte, le jour où je me suis intéressé à ces textes, quand un certain nombre de ces éléments biographiques m'ont semblé assez proches de choses que j'avais traversées, plutôt des épreuves traumatiques, la maladie, le deuil, et puis la conscience qu'il y avait un deuil ancien très commun, que c'était un personnage qui pouvait m'accompagner et qui, de fait, m'a accompagné dans un grand trou de mémoire de ma petite enfance où j'ai été élevé par ma grand-mère et quand elle est morte, quand j'avais 4 ans et demi, 5 ans. Ensuite, j'ai été élevé par mon grand-père et de cette petite enfance, je n'ai aucun souvenir et comme seulement une sorte de grand mur noir de mémoire et qui m'a toujours paru énigmatique. Et j'ai écrit plusieurs textes sur la convalescence d'un cancer, sur la maladie elle-même, et sur les expériences extrêmes. C'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagné. Et puis, il y a 2 ans, j'ai eu enfin envie d'aborder cette question du trou noir de la mémoire, et donc d'essayer d'écrire sur la mémoire à partir de cette absence de mémoire, de ce trou. Et assez spontanément, c'est le personnage de Thérèse qui est venu m'aider d'une certaine manière. Elle est docteur de l'Église. Elle était comme un thérapeute, comme si en lisant certains de ses textes et surtout certains essais biographiques qui ont été écrits sur elle par des psychanalystes, moi-même ayant fait une analyse, étant familier de l'analyse, brusquement ça a réveillé, ça a provoqué des rêves qui ont ranimé, non, peut-être des fantômes, en tout cas des visions et des demi-souvenirs rêves qui m'ont fait avancer dans ce trou de souvenirs. Et donc c'est petit à petit que ce texte s'est écrit autour du personnage de Thérèse et des grands éléments biographiques
qui me semblaient communs, ou du moins avec lesquels je sentais en grande proximité, souvent des éléments traumatiques de sa vie, et puis des souvenirs, mes propres souvenirs, dont je me méfie et sur lesquels j'avançais comme ça, comme des petits gravillons un peu aigus, et qui me faisaient boiter, mais sur lesquels j'avançais grâce au personnage le personnage un peu imaginaire de Thérèse, puisque c'est une Thérèse que j'ai réinventée d'une certaine façon. Peut-être que ça vaudrait la peine de dire 2 mots sur qui était Thérèse de Lisieux et qu'est-ce qu'elle représente pour une certaine France, disons, parce que je ne suis pas certaine qu'au Québec, ce soit aussi présent dans notre imaginaire. Alors, elle est plus aussi présente en France. Hein. C'est une jeune moniale qui est morte à la fin du 19e siècle d'une tuberculose et qui a été extrêmement connue à partir de 1898-1900 par des textes autobiographiques où elle racontait son parcours spirituel. Elle est morte très jeune, elle avait 23-24 ans. Et ça a été un des grands best-sellers du début du XXe siècle. Elle a été canonisée très vite, il y a une centaine d'années, en 1923, puis enfin béatifiée et canonisée en 25. Et c'est une sainte qui a beaucoup compté dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, et de tous les côtés. Côté français, côté anglais, côté allemand, côté autrichien. Donc c'est probablement ce qui lui a valu sa canonisation. Et puis elle est normande, hein, donc elle est de Lisieux. Elle n'a jamais bougé de sa ville, ou très peu. Elle était au Carmel, une famille très marquée par le deuil. Elle était au Carmel avec plusieurs de ses sœurs. Et donc la dévotion à cette sainte est devenue extrêmement importante dans les années 20, 30, 40. Après, ça a décru. Et puis, c'était le 2e pèlerinage en France. Hein. Il y avait Lourdes, évidemment. Et puis, il y avait Lisieux qui était un lieu de miracle aussi, de guérison, puisque c'est une thaumaturge. Voilà, c'est un personnage aussi qui, dans l'Église, est resté assez important parce qu'elle décrit à la fin de sa vie, dans certains de ses textes, une sorte de perte de foi. Il y a une année pendant laquelle elle est malade et elle meurt de la tuberculose, et elle décrit cette sorte de perte de foi et d'un vouloir croire à quoi elle tient, un petit peu comme décrira bien plus tard Mère Teresa d'ailleurs. Et donc c'est cette déréliction là devant le passage possible et puis le néant possible que j'ai toujours trouvé extrêmement touchant, parce qu'elle parle aux non-croyants dont je suis. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles elle a été assez mise en avant par l'Église dans toutes ces années-là. Merci. On va passer à Vincent. Vincent Brault, tu es écrivain, conférencier. Tu publies cette année Les Ombres familières, qui est ton 4e ouvrage, et pas ta première incursion chez les fantômes, parce que là, on passe d'une sainte à des fantômes. Les Ombres familières, c'est un ouvrage qui est singulier, presque ethnographique, je dirais. On n'est pas du tout dans le roman, là. Est-ce que tu peux nous raconter sa genèse, d'abord? Oui. Donc, Les Ombres familières, c'est un recueil d'histoires de fantômes que j'ai collecté donc, au Québec. Mais la genèse de ce livre-là, c'est... au fond, étonnamment, ça a commencé au Japon, à Tokyo, où j'ai eu une résidence d'artiste en 2018 et où, pour la première fois, j'ai commencé à collecter des histoires de fantômes, donc à Tokyo. J'en ai collecté une 40aine au Japon. Puis, de ces 40 histoires, j'ai tiré un roman, Le fantôme de Suzuko, qui est paru en 2021. Et ensuite, c'est ça, un truc assez étonnant avec les histoires de fantômes, c'est que les histoires de fantômes attirent les histoires de fantômes. Ouais, c'est vrai, Dominique peut en témoigner. Elle a commencé le livre et elle m'a déjà dit qu'elle avait une histoire de fantômes. Attends, moi j'en ai une à te raconter. Et pour que ce soit très clair, on parle d'histoires de fantômes, là. C'est-à-dire des fantômes, donc vous en connaissez toutes, là, des apparitions, des... Bien, au fond, c'est...
C'est une définition quand même assez large, mais tout ça pour dire que quand je suis rentré du Japon, de manière tout à fait naturelle, on a continué à me raconter des histoires de fantômes. Je donnais des conférences sur les fantômes du Japon. Après, on restait. On disait « Ah, mais ça m'a fait penser. Moi aussi, j'en ai une histoire de fantômes. » Et j'ai fait comme au Japon. Je sortais mon téléphone. Je disais « Est-ce que je peux t'enregistrer? » Je disais « Oui, oui, correct. » Et on me racontait son histoire de fantômes. Au début, j'avais pas de vrai projet avec les fantômes du Québec. C'était plutôt, ça m'amusait de continuer cette quête-là que j'avais entamée au Japon. Les histoires de fantômes au Québec ne m'intéressaient pas tellement. J'avais l'impression qu'elles étaient tout à fait banales, mais ça m'a pris un moment avant de réaliser à quel point les histoires de fantômes, elles sont québécoises, comme les histoires de fantômes au Japon, elles sont japonaises. Et c'est par une sorte de comparaison que les histoires de fantômes au Québec ont commencé à m'intéresser davantage. Et donc là, j'en ai collecté comme ça pendant plusieurs mois, voire années. J'ai demandé à un moment donné à des gens un peu random dans la société, à 1000 personnes, si elles avaient des histoires de fantômes à me raconter. Puis 300 ont répondu par l'affirmative. C'était pendant la pandémie. Je faisais des fois 2-3 Zooms par jour avec des personnes qui avaient des histoires de fantômes à me raconter. Et au bout du compte, j'en ai recueilli environ 300 au Québec. Et j'en ai sélectionné 90 pour mon livre. Puis ce qui m'a étonné dans ces histoires-là, parce qu'on peut se dire, ah, l'histoire de fantômes, je sais pas, ça va être effrayant ou ça va être particulier. Bien, je pense que c'est particulier, mais c'est surtout des histoires intimes, des histoires de deuil. Et les gens, c'est ce que je ressentais aussi au Japon quand j'en collectais. Ça m'a vraiment permis d'arriver à des points de la culture auxquels j'aurais jamais eu accès autrement. C'est la même chose aussi au Québec. Des choses de ma propre culture auquel j'avais pas vraiment réfléchi ou qui m'était impossible de voir par un autre biais que par les histoires de fantômes. C'est comme si ce détour-là le détour de l'histoire de fantômes permet de parler d'éléments très tabous dans notre société, la mort, le deuil, la perte, la violence. Et c'est par là. Et finalement, c'est ça qui a fini par m'intéresser dans cette recherche-là. C'est très intéressant ce que tu nommes finalement du caractère extrêmement culturel des histoires de fantômes. Donc, ce serait quoi, admettons, les caractéristiques d'une histoire de fantômes bien québécoise, là? Si on les compare aux histoires de fantômes du Japon, ce qui est étonnant au Québec, je pense en Occident en général, c'est surtout des histoires de revenants. La plupart des histoires, sur 300 histoires, j'ai recueilli au moins 200 histoires de revenants, voire 250. Donc, la plupart des histoires, ce sont des histoires de revenants, tandis qu'au Japon, il peut y en avoir, mais disons qu'en général, il n'y a pas d'histoire de revenants. Les morts ne reviennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils font la crémation des cadavres et donc ils ne peuvent pas revenir avec leur corps. Mais au Québec, on peut parfois faire la crémation des cadavres, mais la grosse différence, c'est que dans les pays de tradition chrétienne, quel est le mythe fondateur du christianisme? Une histoire de mort-vivant, une histoire de quelqu'un qui revient des morts. C'est comme si dans notre culture, très profondément, qu'on soit chrétien ou non, il y a cette possibilité-là au fondement même de notre culture de la résurrection. Et ta grand-mère qui revient, mais... C'est tellement vrai, en fait, que quand je te lisais, là, je t'écoute, il faut que je lise Le fantôme de Suzuko, j'arrive pas à savoir c'est quoi un fantôme si c'est pas un revenant. Tellement, pour moi, c'est ça, un fantôme, c'est quelqu'un qui est mort puis qui revient. Pour le Japon, au Japon, disons, si on simplifie, les revenants, ou plutôt les fantômes, les revenants reviennent, mais pas avec leur corps, donc dans des animaux, typiquement des chats, tanuki, qui est une sorte de blaireau, des renards, des objets, parapluies, théières, des objets classiquement hantés par des fantômes. Et donc, comme au Japon, ils sont animistes, il y a vraiment le lien entre les objets, les choses du monde et les esprits. Et donc, aussi une des différences entre les fantômes au Japon et au Québec, c'est le fait qu'au Japon, il y a beaucoup plus de fantômes qu'au Québec.
Parce que il y a, comme ils sont animistes, potentiellement, il y a des esprits. Ben, il y a des esprits en toute chose. Et donc, s'il y a des esprits en toute chose, il y a potentiellement beaucoup plus de proximité entre nous et les esprits. D'où le fait que je demandais à 10 personnes au Japon de me raconter une histoire de fantôme. 7 ou 8 en avaient une à me raconter, en effet. Au Québec, si je demandais à 10 personnes, c'était plutôt 2 ou 3 personnes sur 10. Donc, c'est vraiment le double, au moins le double de présence, disons, fantomatique au Japon. C'est culturel. C'est absolument fascinant. Je dis ça comme ça, là, je commande rien, mais quand je lisais tes liminaires dans le livre, moi, je prendrais un essai sur cette question-là. Ça m'intéresserait vraiment. Il s'en vient. Ah, c'est extraordinaire. On est plein de bonnes nouvelles. Dominique Fortier, bonjour. Bonjour. Dominique Fortier, tu es romancière, traductrice. Tu as gagné plusieurs prix, dont le prix du gouverneur général pour Au péril de la mer et un prix Renaudot pour Les villes de papier. D'ailleurs, tes livres sur Emily Dickinson auraient fait très belle figure autour de cette table. On parlera ce soir surtout de Quand viendra l'aube. Donc, ton 7e livre solo, si j'ai bien compté. Tu ne sais pas non plus. Vous tenez pas sans le doute, oui. Auquel s'ajoutent évidemment 2 livres à 4 mains, plusieurs traductions. C'est vrai que Quand viendra l'aube est un livre un peu différent si on le compare à tes autres ouvrages solo. Moi, j'ai beaucoup pensé à ton livre avec Raphaël Germain en le lisant. Je retrouvais un peu ce même ton de la confidence qu'il y avait dans ce livre-là. Je me demandais, en te relisant cette semaine, est-ce qu'en l'écrivant, tu savais que tu allais en faire un livre publié ou c'était pas si clair pour toi au point de départ? C'est drôle, on en parlait. Drôle. C'est exactement de ça dont on parlait tout à l'heure. C'est une histoire de fantôme. Ce n'était pas si clair pour moi, effectivement, parce que c'est un livre qui est extrêmement intime. C'est un livre qui a été construit autour de la mort de mon père. Moi, dans la vie, habituellement, j'écris des romans. Donc, il y a comme une mise à distance entre l'histoire que je raconte et la personne qui raconte, c'est-à-dire moi-même. Et dans les livres dont tu parlais, les livres qui ont été écrits à 4 mains avec Raphaël Germain, avec Nicolas Dickner aussi, il y a quelque chose de différent qui s'installe. C'est-à-dire que c'est vraiment un échange, c'est une conversation. Donc oui, il y a de l'intime, mais c'est une sorte de territoire partagé. C'est pas la même chose. Là, c'était une sorte de plongeon comme j'en avais jamais fait, je te dirais. Je savais que j'avais besoin d'écrire là-dessus parce que moi, c'est ma seule façon d'appréhender le monde. C'est comme ça que je comprends ce qui m'arrive, puis ce qui arrive autour de moi, c'est avec les mots. Quant à savoir si je devais le publier, je me suis posé la question parce que pour la première fois aussi, je parlais de personnes réelles qui n'étaient pas moi. Habituellement, quand je mets en scène un petit peu dans mes romans, ça implique juste moi. Puis je suis à l'aise avec ça. Je trouve que c'est des petits morceaux de ma vie que je livre. Puis j'ai comme le droit de le faire. Quand on parle de quelqu'un d'autre, puis là, il était question de quelqu'un qui était disparu, mais il y a aussi question de ma mère, un peu, qui est toujours vivante, qui est comme concernée, parce que je raconte. Je me disais, est-ce que j'ai vraiment le droit? Elle ne m'a pas demandé d'écrire son histoire, ni lui, en fait. Je suis pas sûre qu'il aurait aimé ça tant que j'écrive son histoire, même si je le fais de la manière la plus respectueuse possible. Ça, c'est un questionnement que j'avais jamais eu. Puis j'ai comme décidé que oui, j'avais le droit parce que, d'abord, ça me semblait un livre. J'avais pas l'impression d'avoir fait une thérapie. Là, j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose qui ressemblait à de la littérature. Puis je me suis dit que le lecteur, il trouverait son compte aussi, il trouverait sa place. Puis ce qui m'a convaincue que j'avais le droit de le faire aussi, c'est que j'ai l'impression de livrer ma vision de ces personnes-là, de ces événements-là. Je prétends pas fournir une sorte de vérité, dire je vais vous expliquer qui était cet être, qui était mon père. J'essaie de raconter un peu mon rapport à lui. Donc, d'une certaine façon, c'est encore de moi que je parle. Ouais. Et puis, Vincent disait qu'il y avait une histoire de fantôme, là. Est-ce qu'on a le droit de la connaître? Ah, écoute, c'est une histoire triste. Il y en a quand même pas mal, je pense, des histoires de fantômes qui sont des histoires tristes parmi ce que les gens te racontent. Là. Oui, je pense que les histoires de fantômes, elles partent d'une perte. Et donc, la perte, c'est triste. Parfois, souvent, les fantômes, ils reviennent. Ce sont des fantômes consolateurs, on pourrait dire. Ouais. Donc, l'histoire n'est pas triste. Même, elle est souvent assez racontée de manière assez légère et candide.
Mais Non, ça part d'un fond. Triste, mon Dieu. Mais ça part d'un fond triste. Ouais. Mais je me suis rendu compte en le lisant. En fait, moi, ce que je lui disais, c'est que j'ai abordé son livre avec un petit peu de scepticisme, je dirais, en me disant, d'une part, moi, je crois pas beaucoup à ça, les fantômes, comme les revenants, là, même si, bon, la présence fantomatique, l'absence présente, tout ça, je trouve ça intéressant d'un point de vue littéraire, extrêmement intéressant. Je me disais, c'est un paquet de monde que je connais pas qui vont raconter des histoires d'une page. Je suis pas sûre, tu sais, j'avais l'impression que ça allait être comme de l'anecdote, puis en fait, on en lit 2, 3, puis on est comme happé. C'est le contraire de l'anecdote, parce que, comme tu le disais, les gens vont tout de suite vers quelque chose qui est hyper intime, des conflits qu'ils n'ont pas réglés, des présences qu'ils ne savent pas trop comment assimiler, tout ça. Puis, rendu à la 10, 12e histoire, je me suis dit, mais mon Dieu, j'en ai une. Moi aussi, il m'est déjà arrivé quelque chose de semblable. Puis, je crois toujours pas aux fantômes quand je vais vous raconter ça, mais j'ai eu une sorte d'intuition à un moment. J'avais 16 ou 17 ans. Il était comme 4 heures du matin. J'étais dans un bar où j'aurais pas dû être. Clairement, je n'avais pas l'âge d'être là. J'étais avec une amie qui était ma meilleure amie à l'époque, qui l'est encore aujourd'hui, 40 ans plus tard. Puis à un moment très précis, j'ai eu l'impression que le plancher s'ouvrait sous mes pieds. Il a fallu que je sorte, j'étais plus capable de respirer. Tu sais, vraiment, là, ça allait pas bien. Puis le lendemain, on a appris que son tout petit frère avait perdu la vie à un fuseau horaire de distance. Donc, à cette heure-là, à ce moment-là, mais pas du tout à cette heure-là, là, mais juste... Puis c'est très étrange, je suis toujours pas capable de l'expliquer. Je ne crois toujours pas aux fantômes, mais cette chose-là est arrivée. Puis je m'en serais pas, je pense que j'y aurais pas repensé, tu sais, si j'avais pas lu ton livre. Ouais. Je vous amènerai, là, c'est le moment où je commence à sortir de mes questions longuement préparées. J'adore ça. 20 minutes, puis je suis déjà à l'extérieur de mon planning. Tout va bien, mais c'est parce que vous parlez tous de croyances, finalement. Et c'est intéressant. Parce que moi non plus, je ne crois pas aux fantômes, mais pourtant, j'ai une histoire de fantôme, moi aussi. Moi non plus, je ne crois pas aux fantômes. J'en ai aussi. Ben oui. Et Patrick, tu dis, tu te places comme étant dans les non-croyants, et pourtant, tu consacres un livre à une sainte où on suit aussi ça, c'est-à-dire ton propre rapport à la foi. La foi est-elle consolatrice? Et dans tout ça, pour moi, il y a aussi la question du récit et de l'écriture. Et ça, c'est présent dans chacun de vos livres. Et j'aimerais ça qu'on explore ça ensemble. Quel lien vous faites entre cette question de la croyance et le fait d'écrire? Est-ce que écrire nous permet de croire? Est-ce que écrire rend réel des choses qui ne l'étaient pas tant? Est-ce que ça permet de... Je vous lance un peu là-dessus, mais pour moi, il y a un lien dans chacun de vos livres entre le deuil, l'écriture, le fantôme, l'écriture, la croyance, l'écriture, et j'ai envie de vous entendre là-dessus. Vincent, peux-tu te lancer? Ben moi, j'ai l'impression que, là, j'ai dit tout à l'heure, par exemple, je ne crois pas aux fantômes. Au fond, je suspends mon jugement. Justement, je veux pas... moi, je reçois des témoignages, puis je les prends comme des vrais témoignages. Et donc, c'est comme si je faisais une distinction entre... puis là, je sais pas si je peux vraiment dire ça ici, mais je vais quand même le dire. C'est comme si je faisais une distinction entre, justement, la croyance aux fantômes, par exemple, puis la croyance en Dieu. Comme si la croyance aux fantômes, elle permettait le doute, même, elle oblige le doute. Vraiment, 99% des personnes qui m'ont raconté des histoires de fantômes ont fait comme Dominique, c'est-à-dire, je crois pas aux fantômes, mais quand même arrivé telle affaire. Et donc, une des, pas une des fonctions, mais un des états qui permet l'apparition du fantôme, c'est justement le doute. Si tu doutes pas, c'est pas un fantôme. Parce que ça apparaît, ça disparaît, c'est parce que c'est instable et c'est parce que ça apparaît et que ça disparaît que c'est un fantôme. Sinon, ce serait un divan ou un micro. Ça existe sur ce mode-là de l'apparition et de la disparition. Donc ça, c'est une des choses qui, moi, finalement, quand on revient peut-être à cette question-là de la croyance, est-ce que c'est un moteur de création? Peut-être que le mystère qui entoure la croyance, lui, est un moteur de création, en tout cas pour moi. Oui, Dominique? J'aime beaucoup ce que tu dis parce que les mots même que tu emploies, la suspension de l'incrédulité,
c'est les mots qui sont à la base du pacte romanesque. Quand on ouvre un livre, c'est ce qu'on fait. On suspend notre incrédulité, puis on accepte que ce qu'on va lire, même si c'est pas vrai, de le considérer comme un discours avec peut-être une autre forme de vérité. Puis dans ce que tu dis, moi, j'entends en fait que peut-être on croit pas aux fantômes, mais on croit au témoignage. En tout cas, moi, j'y crois, tu sais, à cette vérité-là de la personne qui raconte ce qui lui est arrivé ou ce qu'elle a ressenti. Puis je pense que c'est ça, les fantômes, c'est une façon de s'expliquer à soi-même ce qu'on saurait pas dire autrement, peut-être. Oui, moi aussi, je vous rejoins tous deux, comme si... alors, je ne sais pas si je l'appellerais fantôme, mais comme si... ce qui appelle d'une voix sans mots, là, il était dans un entre-deux, entre le croire et entre le ne pas croire, qui est peut-être pas tout à fait le doute, qui est encore plus un suspens, comme tu dis très justement, et qui est le lieu de l'écriture, qui est vraiment ce lieu-là. Il est vrai que depuis le début, que j'écris, ce qui m'a toujours paru passionnant, c'était les moments psychiques de perdition, les moments d'effondrement psychique, où le langage échappe et où brusquement, ce sont des images qui sont les seules qui viennent à notre disposition et éventuellement des sensations physiques. Dans ce livre, La Sainte de la Fable, j'évoque une sensation qui, à mon avis, est le seul moment de ma vie où je pourrais qualifier ce que j'ai éprouvé de fantôme, qui était un moment sur un lit d'hôpital où on venait de me donner un diagnostic létal et où, brusquement, j'ai pas pensé, mais quelque chose sur le lit, comme si les draps du lit s'étaient rassemblés autour de moi, les fantômes consolateurs, rassemblés autour de moi, et comme si, pour la première fois de ma vie, quelque chose de vrai du souvenir du souvenir de ma grand-mère, elle-même morte d'une maladie incurable, était revenu là, se réincarner ou s'incarner ou se condenser dans les draps pour me soutenir. Et c'était un phénomène psychique que j'ai trouvé absolument étonnant, enfin, même que j'ai pas pu l'interpréter sur le moment, mais longtemps après. Et il se situe sur l'absence du langage. Je crois que le fantôme, aussi ce que disent souvent les psychanalystes, se situe aussi là où le langage, sinon défaille, du moins est absent. Et c'est là, évidemment, qu'on plante, nous, notre lieu d'écriture, sinon notre lieu, du moins notre fente d'écriture. Oui, c'est très beau ce que vous dites. Puis ça m'amène à la question des rituels. Tu parles beaucoup, Patrick, dans ton livre de rituels, à la fois les rituels autour de Thérèse de Lisieux elle-même, donc les pèlerinages et tout ça, mais je pense aux rituels que tu faisais avec ton grand-père sur la tombe de ta grand-mère. Quel lien il y a entre le rituel, le deuil et l'écriture? Est-ce que l'écriture est aussi une forme de rituel, justement? Est-ce que ça participe à ça? Oui, alors je ne sais pas si il est formulé en ce terme, mais au fond, il me semble que, en tout cas dans mon expérience, il a pris la place de tout un tas de rituels dont le sens avait été perdu. Et brusquement, l'écriture a été investie d'un sens qui est peut-être pas le sens rituel qu'avaient les rituels de l'enfance et la visitation aux morts ou le rapport aux fleurs, même si à ce moment-là, il y avait quelque chose aussi très animiste qui me rend très proche en fait de la culture japonaise aussi, et du moment où on est en lien avec ceux qui ne parlent pas, ceux qui nous observent aussi et qui ne parlent pas. Les esprits dans les animaux, finalement, ne parlent pas, mais ils ont un langage qui est un langage de corps. Ces rituels-là, ils étaient très présents dans cette enfance. Il me semble qu'en grandissant, et puis être passé ensuite par des événements traumatiques moi-même a considérablement transformé mon écriture.
et lui a donné sa voix, je crois, à partir de ce moment-là. J'écrivais bien avant des épisodes traumatiques que j'ai traversés, mais c'est vraiment ça qui a donné ce désir de donner un corps à l'écriture, un corps qui m'échappait, qui était d'ailleurs le corps qui était en train de m'échapper, le mien, et puis un autre corps qui m'était apparu, qui était comme ce corps que je décris sur le lit, un corps invisible, mais dont j'avais fait l'expérience intime, charnelle. Voilà. Et c'est vraiment essayer de placer ce charnel dans l'écriture qui me semble... et au fond, c'est ce que fait le rite. C'est de rendre présent l'invisible. Dominique, on parle d'animisme, de rituel. La pluie est très importante, particulièrement au début de « Quand viendra l'aube ». Est-ce que, dans le livre, cette pluie qui accompagne l'écriture, est-ce que c'est une forme de signe? Est-ce que ça appartient aussi à un rituel, mais que tu ne contrôles pas, évidemment, mais... Je ne sais pas. Quand j'écrivais ce livre, je sais que j'étais dans un état comme souvent dans les moments de grande émotion, les moments de transition, on est dans une sorte... Ça nous fend en deux un peu. On est dans un état d'ouverture dans lequel on ne se trouve pas souvent dans notre vie. Donc, j'étais très à l'écoute de tout ce qui m'entourait. Il se trouve que j'étais au bord de la mer pendant les 2 mois où j'ai écrit ce livre-là, puis qu'il a plu pendant 2 mois. Tous les jours, il pleuvait. Donc, oui, c'était comme quelque chose qui rythmait un peu mon discours, mes pensées. Puis le jour où il a arrêté de pleuvoir, te dire ma surprise. Je me suis dit, OK, peut-être que moi aussi, j'ai fini. J'étais rendue à une autre étape dans mon processus que je suis pas sûre que j'appelle vraiment un deuil, mais en tout cas, ce qui suivait la mort de mon père. Puis ce qui est intéressant, ce que je réalise en t'écoutant aussi, c'est que pour moi, l'écriture a vraiment pris la place de tous ces rituels qui, d'habitude, accompagnent la mort de quelqu'un, parce que c'est quelqu'un qui ne voulait aucun rituel, même les trucs les plus élémentaires. Là, mon père avait dit, je veux pas qu'il y ait d'avis de décès dans le journal pour annoncer ma mort. Donc, tu sais, lui avait fait tout ce qu'il pouvait, non seulement pour effacer sa mort, mais pour effacer sa vie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Puis j'avais besoin de réinvestir tout ça par l'écriture, tu sais, qui est comme la seule manière que je connais de donner un sens. Puis c'était une façon de conserver aussi de lui les morceaux que je pouvais garder avec moi. Tu sais, c'est sûr qu'à ce moment-là, moi, je me demandais beaucoup qu'est-ce que les gens qui ont partagé notre vie, qu'est-ce qu'ils nous laissent une fois qu'ils sont plus là, tu sais, quel genre de fantômes ils deviennent ou quel fantôme ils nous laissent. Puis dans le cas de mon père, c'était pas tant des souvenirs de moments qu'on avait partagés ensemble, mais c'était ses souvenirs à lui qui m'avait raconté, tu sais, qui sont un peu devenus les miens. Fait que ce qui m'a laissé, en fait, l'héritage qui m'a laissé, c'est beaucoup des histoires. Puis ça, probablement que c'est une forme de rituel aussi. C'est possible aussi que le rituel, il vienne... Je rebondis sur... que le deuil, souvent, il me semble ouvrir une sorte d'excès de réel, d'excès d'histoire non dite, d'histoire à dire, et aussi d'excès de réel de ce que l'on vient de traverser, et soit l'endeuillé, soit quand on a accompagné quelqu'un. Et là, il est vrai que l'écriture, je crois, elle est là aussi pour essayer pas de trier, mais de discerner dans cette masse de souffrance qui vient du deuil quelque chose. Là, elle a cette fonction-là. Il y a des images que je reprends, moi, dans le livre, puis encore une fois, c'est pas une image que j'ai inventée, c'est quelque chose qu'on a fait pour vrai, mais quand je suis restée avec ma mère les quelques jours qui ont suivi sa mort, il y avait un casse-tête de 1000 morceaux. Imagine comme ça m'a fait plaisir. Ben oui, qui était là, c'est vrai, mais qui était sur sa table, tu sais. C'est comme si j'avais écrit un film, j'aurais pas écrit cette scène parce que c'est une métaphore qui est tellement évidente que, tu sais, j'aurais cherché autre chose. Mais toujours est-il que pendant des jours, on est resté à essayer d'emboîter chacune des pièces. Puis c'était difficile, c'était long, les couleurs étaient toutes pareilles. Puis c'est moi qui avais offert ce casse-tête-là. Puis je me dis, mais j'aurais dû y donner autre chose. Bref, puis quand on a fini par réussir après 3 ou 4 jours, il manquait un morceau.
il y avait un petit bout qui était juste comme... Puis moi, je regardais ça, puis je me disais, c'est parfait. Ce casse-tête ne peut jamais être terminé, bien sûr. Puis ma mère, qui est très différente de moi, elle s'est choquée. Puis elle dit, ben non, ça nous prend le morceau qui manque, tu sais. Puis elle s'est mise à tout virer à l'envers, puis à regarder en dessous des tapis, puis dans les chaises. Puis elle l'a trouvé, le morceau qui manquait, puis elle l'a mis. Puis pour moi, c'était comme le morceau en trop, d'une certaine façon. Bref. C'est très intéressant. Et ça m'amène à la question des signes, parce que une question très importante dans ma vie, les signes. Vincent, là, Vincent, tu réhabilites les signes. Moi, j'ai une chicane sur une vie avec ma mère autour de la question des signes. Peux-tu dire l'oiseau, là? Non, le signe. Non, les signes, là. Tu sais, ceci est un signe de je sais pas quoi, là. Là, moi, je dis, il n'y a pas de signe, tu comprends, dans la vie, puis je veux pas qu'il y ait de signe. Et ce que tu dis là-dessus est magnifique, parce qu'un peu comme tu disais, je crois pas nécessairement aux fantômes, mais je crois aux histoires de fantômes. J'entends le témoignage, je prends le témoignage sans jugement. C'est un peu pareil avec les signes. En fait, tu nous parles un peu d'écriture encore là. Ce que tu nous dis, si les gens s'inventent ou s'écrivent à travers les signes, ça leur appartient. C'est magnifique, cette idée-là, de voir là aussi une possibilité humaine, tu sais. Pas un déterminisme, au contraire. Une créativité, presque. Bien, par rapport aux signes, il y a tellement de choses à dire aussi par rapport à ça, mais parce que j'ai beaucoup lu les anthropologues contemporains qui critiquent le fait que finalement on finisse toujours par psychologiser l'inexplicable. C'est-à-dire, il n'y a pas de signes dans le monde si nous-mêmes, dans nos têtes, on se fait des signes. C'est pas pour dire que c'est pas parfois ça, mais c'est pas important. Parce que finalement, le signe, il est dans le monde, puis il connecte, il fait écho à ce que tu vis maintenant. Puis, que ce soit, tout est une coïncidence dans la vie. Les choses qui ont du sens et qui n'ont pas de sens. Mais finalement, si, je sais pas, par exemple, tu vois le lendemain de la mort de ton père ou de ta mère, un oiseau sur le balcon ou un papillon survole, vient se poser sur ton épaule, ce signe-là, il a du sens. Il te remémore, il te rassure par rapport à cette perte-là. C'est ça qui est important. C'est pas le fait qu'il y ait vraiment la présence, l'âme de la mère ou du père décédé dans le papillon. L'important, c'est qu'on ressente cette présence-là. Dans un papillon, un brin d'herbe, une nouvelle connexion avec quelqu'un. Et donc, c'est pour ça qu'on est toujours un peu hésitant. En tout cas, moi, je suis toujours un peu hésitant entre mais les signes, c'est nous-mêmes qui donnons du sens aux signes, un peu. Mais il y a aussi, ça c'est nier le fait que le monde, à l'extérieur de nous, agit sur nous. C'est pas juste nous qui agissons dans le monde. Il y a, comme c'est la question de l'agentivité des fantômes, c'est pas parce que moi, je pense à ma mère décédée que je la fais apparaître. C'est parce qu'elle apparaît que j'y pense. Et donc, on pourrait leur donner plus d'agentivité qu'on leur donne habituellement aux fantômes. Et donc, peut-être ça détourne un peu la question des signes, mais tout ça, c'est très inspirant dans la mesure où c'est un magma de choses auxquelles on peut réfléchir. Moi, j'ai été étonné quand j'ai commencé à m'intéresser quand même sérieusement à la question des fantômes, de voir à quel point il y a des recherches, universitaires, beaucoup des anthropologues que j'ai lus, mais les philosophes, Vinciane Després, Bruno Latour, qui se sont penchés sur ces questions-là de manière extrêmement sérieuse et souvent pour critiquer une approche psychologisante du paranormal au sens large. C'est ça qui place finalement toujours notre être individu en contrôle au cœur de tout. C'est un peu ça la critique, en fait. Oui, je pense que aussi, peut-être, là je parle un peu d'anthropologie, c'est ça qui m'intéresse ces temps-ci, mais
comme si l'humain, c'était toujours le seul agissant dans le monde. Quand les plantes, les objets, les animaux, ce sont aussi des agissants dans notre monde. On n'est pas les seuls à agir. On est aussi agi par notre environnement. Et donc, la question des signes, c'est accepter le fait que l'environnement agit sur nous. C'est lui qui agit, c'est pas nous qui interprétons des événements purement aléatoires qui se déroulent à l'extérieur de nous. Comment vous vivez avec ça, les signes? Il y en a plusieurs dans chacun de vos livres. On a parlé du casse-tête, de la pluie. Il y en a beaucoup dans la scène de la famille aussi. Je vous rejoindrai assez en ce que vous dites. Il est vrai qu'on peut même se déplacer à l'idée d'être plante ou d'être animal et on reçoit, j'imagine qu'on est aussi dans une réception de signes qui induisent une réaction. La chose à quoi je pensais en vous écoutant, c'est très juste à la méfiance envers la psychologisation et puis au dénigrement du sens, sauf à l'attachement qu'on peut avoir au sens qu'on donne à un signe, c'est-à-dire à la rigidité du sens qu'on peut attribuer. Moi, j'aime beaucoup l'idée de la polysémie des signes et que polysémie qui soit aussi fonction du temps et de l'espace, ce qui fait qu'un signe même nous emmène ou emmène notre imaginaire ou emmène notre réaction dans tel ou tel sens et à un autre moment de notre vie à un autre sens. Voilà. Et c'est juste où je suis toujours méfiant envers moi-même. Hein. C'est quand je donne un sens trop rigide à un événement à quoi j'attribue un sens quasi paranoïaque finalement. Là, c'est là que se situe le moment où on est soit dans la polysémie et dans le désir de garder une fluidité de sens, puisque finalement le signe est entouré de lui-même de plein d'autres signes qui nous donnent une multitude, qui viennent à nous d'une multitude de manières. Et à partir du moment où on commence à rigidifier notre compréhension du signe et alors à le mettre dans un ordre donné et dans une logique donnée, là se pose la question d'un sens trop rigide et qui ferme en fait le monde. Et donc moi je trouve que la question du signe, elle est toujours sur une dialectique entre la réception d'un sens et l'ouverture à un sens et la méfiance envers un système de sens. Ah oui, puis ce que tu dis nous rappelle que la critique du signe vient aussi du fait de systèmes de signes qui ont été imposés pendant des années puis qui étaient tellement rigides qu'ils ne permettaient pas justement cette fluidité-là. Oui, Dominique? J'aime beaucoup ce que vous dites tous les deux. J'ai l'impression que en même temps, c'est un peu notre travail comme écrivain d'essayer de faire sens, d'essayer de trouver de ces significations-là à différents signes, de ne pas les imposer de manière trop rigide parce que, par ailleurs, le travail du lecteur, c'est la même chose à partir du même texte. T'sais. Il y a cette espèce de vérité qui veut qu'un texte ait toujours deux auteurs, là, celui qui l'écrit puis celui qui lit. Moi, c'est quelque chose à quoi je crois profondément. Puis en vous écoutant, ça me rappelle cette très belle image que j'ai pas inventée, mais que j'aime beaucoup, qui est celle du texte comme une série de points lumineux dans un ciel noir. C'est des étoiles qui sont les mêmes pour tout le monde, mais chacun va tracer des constellations qu'il veut. Donc, c'est ça de ne pas s'imaginer que parce que nous, on voit un cheval, un dromadaire, une marmite, c'est vraiment ce qui se trouve là, mais c'est de laisser, de permettre, en fait, dans nos textes et à travers nos interprétations, à travers le sens que nous, on donne, de permettre à quelqu'un d'autre de trouver tout à fait autre chose, en fait, qui va répondre à ce dont lui a besoin à ce moment-là. C'est comme ça qu'un livre est réussi, je pense. C'est quand la personne qui le lit va être capable de remplir elle-même les blancs d'une manière dont on n'aurait pas pu prévoir qu'elle allait le faire parfois. Veux-tu réagir, Vincent, tout à l'heure? Oui, mais je suis pas mal d'accord, en fait, avec toi. Puis ce que je trouve, puis je réfléchis un peu en même temps, je pense qu'on réfléchit tous et toutes ici, c'est comme si,
finalement, le signe, c'est l'écrivain ou l'écrivaine. Le mandat, c'est de connecter, justement, ces différentes épisodes qui n'ont pas de sens, mis à part si on écrit notre journée, elle n'a pas de sens si on fait juste accumuler les petits événements un après l'autre. Il faut sortir des événements, peut-être même de leur contexte, pour leur donner du sens. Puis peut-être là, ce qui me frappe, c'est que des centaines de personnes qui m'ont raconté des histoires de fantômes aient fait ce processus-là de création, malgré eux ou grâce à cet imaginaire-là qui est l'histoire de fantômes, qui est un imaginaire culturel. C'est la raison pour laquelle on ne raconte pas les mêmes histoires au Japon. Puis ici, comme si on est affecté par la culture qui nous permet de donner du sens à certains éléments qui ont indépendamment des uns des autres, ou même indépendamment des traits culturels que la personne porte en elle, n'a pas de sens a priori. Et l'histoire de fantômes, c'est la connexion, c'est la mise en œuvre du sens d'éléments hétéroclites, mais qui finalement font une histoire qu'on peut raconter. Et finalement, une histoire, je reviens à ça, une histoire intime. C'est pas parce que ça vient de l'extérieur que c'est pas intime. Toi, la manière dont tu les as assemblés aussi, en fait, est-ce que tu les as mis en ordre chronologique? Est-ce que, donc, dans ta façon à toi de les présenter, il y a une histoire qui émerge qui serait complètement différente si tu avais donné ces mêmes histoires-là à quelqu'un d'autre puis que la personne les avait juste organisées différemment, le livre aurait été autre puis le trajet aurait été différent. Je pense complètement, en effet. Et je pense que ce livre-là, même si il comporte certaines de mes propres histoires de fantômes, mais assez peu, mais c'est malgré tout un livre très personnel. Ne serait-ce que par la sélection des histoires, ça montre ce qui m'intéresse. Puis là, en l'occurrence, c'est surtout un livre sur le deuil, finalement, sur la perte. Puis j'aime dire que les fantômes sont la présence des absents. Tu sais, c'est cette présence-là qu'on ressent d'une chaise vide, là. Mais la chaise vide d'un être cher est plus pleine de présence que la vraie personne assise là. Je voulais justement vous amener sur vous amener sur la nostalgie. Dominique, tu parles de nostalgie dans ton livre. Quelle place ça a dans votre écriture, dans votre rapport aussi au deuil ou aux fantômes dont vous parlez dans vos livres, cette question de la nostalgie? Oui, donc Quand viendra l'aube, moi, c'est quelque chose que j'explore parce que je pense que ça fait partie, c'est un de mes traits de caractère que mon père partageait aussi. Puis je raconte en fait qu'il y a deux types de nostalgie. Tu sais, il y a ce qu'on entend habituellement par ce mot-là, tu sais, qui se rapproche de ce qu'en anglais on appelle homesickness, mettons, quand on s'ennuie d'un lieu, tu sais, c'est être en voyage puis regretter de ne pas être chez soi. Mais il y a une autre sorte de nostalgie qui est un peu plus floue, un peu plus douloureuse aussi peut-être, mais qui consiste à s'ennuyer de quelque chose qu'on ne connaît pas. Tu sais. C'est une sorte de... C'est pas tout à fait un désir. Il y a des traducteurs de Freud, des nouveaux traducteurs qui rendaient cette notion-là par le mot désirance, qui est un très beau mot, je trouve. Peut-être en anglais, c'est quelque chose comme le longing. C'est ça, c'est une sorte de soif pour quelque chose qu'on ne connaît pas encore, dont on ne sait même pas si ça existe. C'est comme une nostalgie à l'envers, peut-être, mais qui est quand même très réelle. C'est un mot qui me semble qui doit te parler, Patrick, désirance. Désirance, oui. La nostalgie, c'est un mot, je pense, dont je me méfie, qui m'est extrêmement proche, extrêmement familier, évidemment, comme tout ça, ouais, forcément. Et il est possible que c'est plutôt le terme de mélancolie, moi, qui est le plus central disons comme un clou dans mon esprit. C'est ça autour de quoi je tourne. Pas tant la nostalgie que la mélancolie. Parce que j'ai eu l'impression d'en faire l'expérience et de voir comment la nostalgie faisait tourner quelque chose d'autre qui était encore quelque chose de la vie, de la désirance. Et en même temps, c'est pas tout à fait cela qui suscite mon écriture. C'est vraiment le lieu du trou, le lieu de la dépossession du langage, moi, qui
suscite le langage, probablement dans un geste un peu désespéré, enfin dans une réaction un peu désespérée. Donc j'ai cette... Je voyais la désirance dans... On entend beaucoup dans ton narrateur une espèce de quête, une recherche d'un lieu de confort là, qui semble un peu inatteignable. Non, mais en même temps, ce que tu dis est très juste, c'est tout le temps présent, c'est extrêmement présent. Mais j'ai ma réticence à vouloir trop centrer l'écriture sur cette question. J'ai peur d'être happé. Peut-être d'être happé par mon propre narcissisme aussi. Il y a quelque chose qui est aussi dont on sait quand on l'écrit, la nostalgie, on sait toujours qu'on est aussi dans une défiance envers le narcissisme, parce que sinon le lecteur il s'y reconnaît pas. Et donc moi ça, je me méfie de mon propre narcissisme en écrivant. Et c'est ce qui fait que je pense que je garde mon ancrage sur cette question de la mélancolie. C'est ça? Oui, c'est sûr que c'est très présent pour moi, je pense, la mélancolie ou la nostalgie. Peut-être plus la mélancolie, comme si la mélancolie, c'était la perte de quelque chose qu'on n'a pas perdu, mais qu'on n'a jamais eu, comme si c'était l'essence de la perte, à quelque part. Je me souviens peut-être, enfant, j'ai l'impression que j'étais un enfant mélancolique, mais j'avais rien perdu. J'étais juste mélancolique, comme si il y avait, je sais pas, l'idée d'une perte. T'avais rien perdu. T'avais quand même perdu. Tu sais, c'est un peu, on vient à la psychanalyse, mais on pourrait dire que t'avais quand même perdu un confort initial. Sans doute, oui. D'accord. Freud dit à propos, pardon de t'interrompre. Freud dit à propos de la mélancolie, c'est l'ombre de l'objet qui tombe sur l'objet. Voilà, c'est cette concrétion aussi. Ouais. Et je me souviens à la base du projet Les Ombres familières, j'ai dit j'étais au Japon et tout ce projet-là, finalement, est parti, encore une fois, d'une perte. C'est-à-dire, j'étais au Japon, une femme devait venir me rejoindre. Elle est une femme avec qui j'étais allé au Japon. Elle n'est pas venue me rejoindre. Et là, j'ai passé 3 mois un peu dans son absence. Puis, c'est elle, ton fantôme. Oui, c'est elle, mon fantôme. Oui. Je l'appelle Suzuko dans le fantôme de Suzuko. Et donc, ça, c'est le fantôme originel. Peut-être il y a ma mère aussi. Ma mère est décédée quand j'avais 19 ans, qui est un des fantômes aussi originels. Mais quand même, cette période-là assez mélancolique de mon périple tokyoïte, à voir presque littéralement comme des trous béants la présence de l'absence de Suzuko partout dans la ville, une ville dans laquelle on était allés ensemble, et donc revisiter les lieux, tomber par hasard sur des lieux qui nous happent parce que tout à coup, j'étais là avec Suzuko 1 an, 2 ans, 3 ans plus tôt, et peut-être que ça vient de là aussi, mon intérêt. J'ai l'impression que les gens qui ont si généreusement partagé des histoires avec moi partageaient ça, ce trouble-là, cette absence-là, par leur témoignage, par leur propre fantôme, par leur propre hantise. Une petite dernière question avant de finir, qui est un peu inévitable quand on parle d'un thème comme celui-là, mais qu'est-ce que ces livres-là, qu'est-ce que ces processus d'écriture-là ont à voir avec votre propre rapport à la mort, à votre mort éventuelle, à votre finitude, disons? J'aime ça. On m'appelle faire un truc, c'est fantôme. J'ai failli mettre ma veste d'Harry Potter. Je me suis dit que ça rendrait ça plus léger, mais... Je vais pas parler pour mes 2 collègues, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de vérité de base, le fondamental, qui est le fait que écrire, c'est laisser des traces. Moi, j'ai l'impression qu'on n'écrirait pas si on n'était pas mortel. Si on vivait pour toujours, il y a personne qui aurait besoin d'écrire quoi que ce soit. On serait toujours là avec les gens qu'on aime. On pourrait leur dire qu'on les aime. On aurait tout le temps du monde devant nous. Mais c'est pas le cas. Puis les livres, c'est une des seules choses qui nous survit. C'est une des seules manières qu'on a trouvées pour
pour les vivants de parler aux morts, mais pour les morts de nous parler aussi. Tu sais, il y a un très beau passage dans l'autobiographie de Gabrielle Roy, dans le temps qui m'a manqué, où elle raconte à la mort de sa mère. La phrase, je pense, elle dit c'est à cet instant qu'a commencé entre elle et moi ce singulier échange de voix. Puis on entend cette phrase-là d'abord comme un échange de voix, une conversation, mais en fait, moi, j'ai l'impression que c'est un véritable échange, c'est-à-dire que elle prête sa voix à la morte, puis la morte lui donne sa voix en retour. Puis il y a juste l'écriture, en fait, qui permet de faire ça. Ou en tout cas, moi, c'est le moyen que j'ai trouvé là, de donner une voix aux gens qui sont plus là, puis d'espérer que quand moi, je serai plus là, ma fille, peut-être, va comme m'entendre ma voix encore. Tu sais. Je dirais que pour moi, l'expérience fondatrice de mon rapport à la mort, c'est évidemment la première mort à laquelle j'ai été confronté, c'est celle de ma mère quand j'avais 19 ans. Puis, je sais pas, je pense que je serais écrivain, sans doute, même si elle était pas décédée, mais je serais certainement pas l'écrivain que je suis aujourd'hui. Évidemment, je ne serais pas du tout, je pense, la même personne. On se construit, ou en tout cas, moi, j'ai l'impression de m'être en grande partie construit ma vie d'adulte sur ce deuil-là que j'ai vécu sans doute comme une sorte d'injustice, comme la plupart des jeunes ou même moins jeunes qui perdent un parent, un proche. Et on ne réalise pas à quel point ça nous transforme. Et peut-être aussi, ça a été quand même une sorte de moteur à la création, même si ça m'a pris 10 ans avant d'écrire sur ma mère. Je pense que j'écrivais autour, j'écrivais sur la mort. Et peut-être encore plus étonnant, la première fois que j'en ai parlé vraiment publiquement, c'est au Japon, lors d'une conférence sur mon projet sur les histoires de fantômes. J'ai commencé avec la mort de ma mère. Ce que j'avais jamais fait au Québec, c'est comme si peut-être cette distance-là m'avait permis aussi une sorte d'intimité, proximité plus grande, ou peut-être une sécurité aussi, d'être loin avec des inconnus. Et j'ai ramené ça au Québec. Maintenant, j'en parle plus volontiers, ou en tout cas de manière plus naturelle, comme si là, j'essayais aussi. C'est tout un processus. On parlait du deuil. Je pense que ça se fait pas. Là. Un deuil, c'est pas comme faire la vaisselle. Là. C'est quelque chose qui nous arrive là, et qu'on vit avec cette chose-là qui, je pense que ça se règle pas, ça se clôt pas. Il y a des phases où on peut être plus ou moins à l'aise avec boutade, ça. Là, mais on fait pas un deuil, c'est le deuil qui nous fait, bien plus. Oui, là, c'est quelque chose qui nous sculpte puis qui vient changer qui on est. Puis... Oui, et on n'est jamais fait par ce deuil-là. C'est-à-dire qu'il nous fait un peu, c'est comme une boule de neige là, qui grossit, qui se transforme, fond. Tu peux faire un bonhomme de neige parfois avec. Et donc, tout ça pour dire que c'est vraiment à la base, je pense, de mon processus créateur puis de ma pratique là, d'écrivain. Le mot de la fin est pour toi, Patrick. Ce que vous dites tous deux, et voilà, je me sens très proche de ce que vous dites tous deux. Pour ce qui me concerne, je crois que la mort, elle a été, comme elle est survenue dans ma famille à l'âge de 4 ou 5 ans, elle a eu une place un petit peu différente parce que je crois que l'enfant que j'étais, qui a tout oublié, a été transformé par ce phénomène de deuil précoce. Et il a fallu attendre la trentaine environ, quand moi j'ai été confronté à une expérience de mort intime, personnelle, où là, brusquement, tous les livres s'étaient mis à se taire. Et quand ils ont commencé doucement à me reparler, et que il me semblait vouloir témoigner de ce que je venais de traverser à ce moment-là, brusquement, je me suis dit, j'ai compris que l'écriture, elle venait des morts et qu'en même temps, elle était là pour essayer de parler aux vivants qui sont confrontés aux morts. En tout cas, c'est comme ça, ça a pris merci. sens. Merci beaucoup à vous trois pour votre générosité. Ils s'en vont tous les trois signer des livres. Donc, Dominique Fortier, Quand viendra l'aube et tous ces autres livres chez Alto au 1501.
Vincent Brault, Les ombres familières et ses autres romans. Chez Héliotrope, 23-25. Patrick, j'ai pas votre numéro. Le savez-vous? C'est chez Gallimard. Donc, Patrick Autréau, La scène de la famille. C'est pas loin d'ici, là. J'ai pas le numéro. Chez Gallimard, vous allez le trouver. Donc, tous les trois s'en vont dans quelques minutes là, rejoindre leur séance de dédicace, aller leur raconter vos histoires de fantômes. Bon salon. Merci à vous trois. Merci. Merci beaucoup.